revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. C'est en tant qu'étudiant du CELSA et dans le cadre de la présentation de nos travaux aujourd'hui pour Expo France 2025 que nous nous adressons à vous. Le CELSA, c'est une grande école rattachée à l'Université Paris-Sorbonne qui est à la fois un lieu de recherche, mais qui dispense également des formations professionnalisantes dans les domaines du journalisme, de la communication, du marketing, de la publicité, des médias et des ressources humaines, allant de la L3 au M2. Alors, le CELSA est réputé pour ses valeurs et pour ses enseignements qui allient qualité, innovation, humanisme et performance, ce qui nous semble aujourd'hui indispensable. Et c'est en notre qualité d'étudiants-chercheurs et de futurs professionnels que nous avons réfléchi à ce projet, que nous l'avons construit à la lumière des mutations économiques, sociales et technologiques auxquelles nous assistons. C'est avec 60 élèves de licence 3 et 10 élèves de Master 2 que nous avons effectué un travail de recherche sur les valeurs et sur les enjeux de l'exposition universelle. Ensemble, nous avons réfléchi sur divers aspects de l'exposition universelle, comme le tourisme, les objets matériels et immatériels, les restes, l'universalité, l'événementialité, les théories de l'exposition et l'imaginaire médiatique. Et la candidature aussi. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce travail sur le stand du CELSA. Nous avons mis en pratique notre savoir-faire universitaire en matière de méthodologie, convoquant les sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences de l'information et de la communication, pour aujourd'hui vous fournir une expertise pratique et solide. Notre engagement est bien évidemment universitaire puisque nous représentons aujourd'hui notre école et nous avons pour ambition de vous présenter un projet reflétant toute la richesse de l'enseignement dont nous bénéficions. Mais notre engagement est également personnel, car si nous sommes aujourd'hui étudiants, nous sommes surtout les professionnels de demain qui œuvreront pour l'organisation de l'exposition universelle de 2025. C'est dans cette perspective, alliant recherche et pratique, alliant savoir et savoir-faire, que nous vous présentons désormais nos recommandations pour l'exposition universelle de 2025. Notre présentation répondra à 4 questions. Qu'est-ce que l'exposition universelle aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'universalité aujourd'hui ? Pardon. Comment réinventer l'exposition ? Comment en faire un événement actuel ? Que faire pour la candidature en 2016 ? Mais passons désormais au premier temps de cette présentation. Cette tension entre universel et particulier, entre global et local, s'illustre assez bien dans les chiffres de la dernière exposition en date, à savoir l'exposition universelle de Shanghai en 2010, puisqu'on peut constater que plus de 90% des visiteurs étaient chinois. On est alors en droit de se poser la question, à qui s'adresse réellement une exposition universelle ? Et c'est en effet tout le paradoxe de la candidature de chercher à concilier d'une part promotion nationale et d'autre part nécessaire mise en retrait du pays hôte afin d'accueillir et de permettre de s'épanouir les cultures qu'il cherche à y accueillir. Ainsi, l'exposition universelle devrait nous amener à réfléchir sur ce qu'est l'universalité aujourd'hui. Cette notion a pu par le passé être instrumentalisée pour être mise au service d'une volonté de domination et d'uniformisation. Or, l'exposition universelle devra avoir pour objet la célébration de la diversité et présenter l'universalité moins comme une entité valable pour tous que comme la somme des particularités de chacun. C'est à ce titre que l'universalité devrait se penser aujourd'hui davantage comme pluriversalité, dans le cadre de l'exposition universelle. Car l'exposition universelle de demain est celle de la globalisation, de l'interconnexion. C'est à l'exposition universelle, en tant qu'incarnation de l'universalité au fil du temps, d'être le lieu d'un renouvellement de ce concept et de prendre en compte toute la diversité des composantes qui la constituent. Accueillir une exposition universelle, ce sera donc assurer au pays la possibilité de s'exprimer dans toutes leurs spécificités. C'est à la lumière de ces réflexions sur l'universalité
que nous en sommes venus à imaginer la possibilité d'un musée de l'universel, musée qui regrouperait les miniatures de monuments emblématiques des pays participants. Cette idée nous est venue en constatant la prolifération par-delà le monde de reproductions de la Tour Eiffel, que ce soit à Las Vegas, à Dubaï, à Shanghai. Et donc ce musée de l'universel permettrait de concilier à la fois la volonté de l'innovation technologique, puisque ces monuments pourraient être reproduits par imprimante 3D, imaginons dans le futur, et la visite guidée pourrait se faire notamment par réalité augmentée, et concilier donc cette innovation technologique avec cette volonté de promouvoir le patrimoine historique, à savoir les monuments emblématiques. Se côtoieraient ainsi des monuments emblématiques tels que, par exemple, la Petite Sirène de Copenhague, la Tour Eiffel de Paris, ou bien plusieurs monuments emblématiques. Ce que nous devons donc retenir, c'est que la candidature de la France doit montrer ce pays comme un territoire unique capable d'accueillir le monde. Mais l'exposition universelle est porteuse d'autres problématiques qu'il ne faut pas négliger. Nous allons désormais répondre à la question suivante. Comment réinventer l'exposition ? Comme nous l'avons vu précédemment, le mythe de l'universel est aujourd'hui en pleine mutation. Si les expositions universelles avaient alors pu et su parfaitement incarner ce mythe au cours des 19e et 20e siècles, notamment en promouvant des idéologies à la fois positivistes et humanistes, ce temps semble désormais révolu. La question de la remédiation de l'exposition universelle, c'est-à-dire de son adaptation à ces changements en tant que média producteur d'objets matériels et immatériels, paraît alors essentielle dans la mesure où cette adaptation sera réellement déterminante pour que l'exposition universelle parvienne de nouveau à incarner les idéaux de son temps et de son monde, c'est-à-dire les idéaux d'un monde désormais globalisé. Il s'agira donc de régénérer aussi bien les cultures que les territoires et les économies dans le cadre de la candidature de la France à l'accueil de l'exposition universelle de 2025. L'exposition universelle devrait réinvestir, c'est-à-dire réutiliser. Au lieu de construire un grand nombre de pavillons, il serait préférable de réinvestir des lieux déjà existants. Ainsi, on éviterait les fastes, malvenus en période de crise économique et sociale. On se démarquerait aussi de l'exposition universelle de Dubaï, prévue en 2020, qui sera certes une manifestation grandiose, mais éphémère. Le projet français est tout autre. Il se veut rassurant. Pour fédérer les Français derrière lui, il s'agit de montrer qu'il n'y aura pas de gaspillage, que la question des restes de l'universel aura été pensée en amont, et que finalement le projet répond aux problématiques environnementales actuelles. Ce paradoxe de l'exposition universelle, prise en étau entre rupture et continuité, entre anticipation du futur et réactivation du passé, est intrinsèque. Il s'agit donc de réenchanter. En effet, au XXe et XIXe siècle, les expositions universelles étaient des lieux d'enchantement. Mais petit à petit, cette dynamique s'est essoufflée. Et il s'agit aujourd'hui de réenchanter. Alors de quelle manière ? Eh bien, par exemple, en présentant des cultures nouvelles dans des lieux déjà mythiques. Paris sera ainsi montré sous un angle nouveau, innovant et donc attractif. Deux projets sont donc à articuler. D'une part, l'exposition universelle, d'autre part, le Grand Paris. Alors, une idée pour régénérer, pour remédier, comme il l'a été dit, l'exposition universelle, la rendre en somme plus attractive, ce serait d'une part de la sortir de Paris pour, entre autres, transcender ce clivage dont la France souffre encore entre Paris et le reste du territoire. Alors cela nous permettrait à la fois de visiter la France au travers de l'exposition universelle, mais également pour les Français de s'investir à échelle locale. Nous pensons que chacun se sentira plus concerné s'il s'agit de mettre en avant sa ville, sa région ou encore de l'ouvrir au monde. Ce projet pourrait être mis en place en étendant l'exposition universelle au Grand Paris, et ce, grâce à la mise en place de dispositifs de communication pensés entre la SNCF notamment et les collectivités locales. Ce projet, il contribuerait à créer l'événement, à l'enchanter, mais également à innover. L'exposition universelle de 2025, ce serait le projet d'un pays tout entier. Paris ne serait pas étouffé et cela aurait, nous pensons, l'effet d'un réel coup de pouce économique et financier pour le reste du territoire. Ce Grand Paris, il faut le penser comme une revalorisation territoriale et comme une revalorisation de notre patrimoine historique, et ce dans une logique de mise en avant de l'universel. D'où l'idée d'inviter des pays sensibles à nos problématiques régionales, telles que l'agriculture par exemple, à venir s'implanter à l'extérieur de Paris.
Ces villes du Grand Paris, elles devront accueillir des pavillons, des infrastructures, des projets hybrides, et ce dans une logique de mise en avant de l'universalité et des complémentarités qui existent entre la France et les autres pays du monde. En somme, ce que nous voulons, c'est mélanger les cultures et montrer ce que l'universalité est réellement aujourd'hui pour nous. Si nous voulons faire de 2025 un événement, on ne peut pas faire table rase du passé, mesdames et messieurs, mais nous devons redonner aux Français et aux pays participants ce goût pour l'exceptionnel qui les avait tant attirés il y a 150 ans, plus de 150 ans, lors des premières expositions universelles. Très concrètement, en termes de communication et de médiatisation, cela implique que nos projets et que nos innovations soient visibles et pour le feedback d'être continu dans le temps et étendu dans l'espace. Il faut donner envie aux touristes, comme aux Français, l'envie de venir à cette exposition universelle. Il faut les sensibiliser avant le début de l'exposition universelle, mais également donner envie aux porteurs, aux futurs porteurs du projet, de venir s'implanter à la fois dans Paris et à l'extérieur de Paris. En d'autres termes, il faut réinvestir ce qui existe déjà pour en faire du nouveau. Cela exige l'implication des territoires, comme le Grand Paris. Néanmoins, il ne faut pas oublier de souligner que l'exposition universelle relève d'une temporalité particulière entre tradition et progrès. Comment en faire un événement actuel ? Nous avons en effet pu constater qu'il y avait un certain désintérêt de la part du public et des médias concernant l'exposition universelle aujourd'hui. Cet événement semble susciter beaucoup moins d'engouement que d'autres grandes manifestations internationales, telles que les Jeux Olympiques par exemple. Ça semble lié à la temporalité particulière de l'exposition universelle qui s'étend sur 6 mois, tandis que d'autres grands événements ne durent que quelques semaines. Donc il y a la difficulté d'être capable de maintenir l'intérêt des médias et du public sur un long terme. Nous avons également pu constater un écart entre le nombre de spectateurs visés par l'exposition universelle et le fait que le public semble se sentir assez peu concerné par cet événement quand on l'interroge. C'est pour cela que nous avons choisi de porter notre réflexion sur la notion d'événementialité afin de comprendre ce qui fait événement auprès du public et des médias. Alors ce que nous avons remarqué, c'est que l'exposition universelle était désormais un événement soumis à une double concurrence, à savoir celle d'Internet et celle de salons spécialisés dans les nouvelles technologies. Historiquement, les expositions universelles ont en effet pour fonction de faire état des principales avancées technologiques mondiales réalisées au moment de leur tenue. Elles représentent alors un cadre qui était l'unique cadre dans lequel il était possible pour n'importe quel citoyen de s'instruire sur les progrès technologiques réalisés par l'humanité à un moment donné. Et donc de constater surtout ces progrès de ses propres yeux, donc au travers de la découverte des inventions et innovations les plus récentes présentées au cœur de l'exposition. L'essor d'Internet ayant pleinement contribué à la mise en place de ce qui est couramment qualifié de civilisation du savoir, où n'importe quel individu peut désormais à n'importe quel moment et sur n'importe quel sujet décider de s'instruire, ainsi que la mise en place de plus en plus fréquente de salons spécialisés. Donc on peut par exemple penser au Consumer Electronics Show qui a eu lieu à Las Vegas en janvier 2014, paraissent alors remettre en cause la pertinence des expositions universelles, puisqu'elles semblent maintenant avoir perdu leur caractère surprenant et novateur, et ne peuvent donc plus se réclamer d'être des lieux de découverte à visée didactique. Il semble donc primordial pour les expositions universelles d'être aujourd'hui repensées et redéfinies de manière à réacquérir une spécificité et surtout de recouvrer une attractivité aux yeux du grand public, qui, rappelons-le, est son public cible principal. Les expositions universelles se doivent donc de s'adapter aux enjeux d'un monde qui est désormais globalisé et dans lequel les problématiques sociétales sont désormais pensées de manière commune, et ce, en devenant des lieux de réflexion et de dialogue entre les différentes nations. Les expositions proposeraient donc une analyse, une vision du monde tenant lieu de socle à des réflexions ultérieures visant à la construction d'un avenir meilleur pour l'humanité. Dans ce contexte, l'exposition universelle de 2025 a un défi à relever, celui de l'attractivité. Comment impliquer les visiteurs ? 3 propositions sont alors à envisager. La première est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Il s'agirait pour chaque visiteur d'avoir la possibilité de laisser sa trace sur un des monuments édifiés pour l'exposition universelle. Il s'agit ainsi d'un reste personnalisé. Chaque visiteur peut laisser son empreinte en contrepartie d'un financement.
La seconde proposition concerne les sponsors. Les plus célèbres d'entre eux devraient se mettre au service de l'exposition universelle, par exemple en la choisissant comme cadre de leur spot publicitaire, ou encore en créant des produits dérivés sur le thème de l'exposition universelle. La dernière proposition relève des nouveaux médias. En effet, l'exposition universelle est une expérience collective et participative, à laquelle les visiteurs devront réagir, et il faut donc organiser sur les réseaux sociaux un espace d'expression libre. Car l'exposition universelle n'est rien sans son public. Elle n'existe en tant qu'événement que pour et par lui. Il est donc nécessaire de susciter l'intérêt pour faire actualité, de retrouver une personnalité et une singularité propre à cet événement. Alors afin d'entrer dans une dimension plus pratique, nous allons maintenant vous proposer une stratégie d'accompagnement de la candidature jusqu'en 2016. Oui, nous en venons maintenant à l'objet de la candidature et donc en fait à penser la candidature à l'exposition universelle comme un objet de communication à part entière. En effet, c'est la candidature qui déterminera ensuite un certain nombre d'éléments, notamment en termes d'image, de positionnement politique, de positionnement économique. Et c'est pourquoi il est véritablement important dès maintenant de penser à la candidature, de penser une stratégie de communication, de penser aussi une stratégie vers les publics potentiellement intéressés afin de diffuser toute la vision du projet de l'exposition universelle. Nous partons de plusieurs éléments de contexte. On l'a rappelé tout à l'heure, les débuts des travaux de la mission parlementaire hier, et mission parlementaire qui aura pour objectif de donner son avis à l'État, notamment sur la faisabilité d'un tel projet, sur l'intérêt pour l'État de s'engager dans le projet. Nous passons un autre élément de contexte, la mise en place de comités institutionnels, donc notamment au niveau des territoires, avec cette réflexion qui commence et qu'il s'agira bien entendu de suivre tout au long de ces années à venir. Un troisième élément, le positionnement des partenaires et des membres fondateurs. Il est important de clarifier le projet, que chaque partenaire et financeur du projet partage la même vision et en même temps puisse s'approprier aussi l'exposition universelle et notamment vis-à-vis de leurs activités. Enfin, la nécessité de mobiliser des parties prenantes et bien entendu l'opinion publique, puisqu'on parle bien d'un événement d'envergure nationale à destination du grand public et partagé par tous. À partir de ces éléments de contexte, nous avons dressé une carte des acteurs qui se sont déjà exprimés, ou du moins qui font partie de l'actualité médiatique d'Expo France 2025. On constate donc à travers cette typologie que la plupart des acteurs en fait font partie d'un cercle, du cercle d'exposition d'Expo France 2025, et d'où l'intérêt de lancer une véritable campagne de relations publiques pour sensibiliser des acteurs sur une sphère beaucoup plus large, et qui permettront ensuite d'influencer sur le grand public et donc de faire partager et de faire valoir les valeurs du projet. Nous avons donc à court terme en fait une cible principalement institutionnelle, donc les pouvoirs publics, puisque c'est vraiment à partir de la décision des pouvoirs publics de s'engager ou pas dans le projet qu'on pourra véritablement lancer le projet et la concrétisation de ce projet, et donc du dépôt de la candidature. Bien entendu, il ne faut pas perdre de vue le grand public sans qui la mobilisation ne serait que trop faible. Et donc c'est bien dans ce contexte-là, avec ces cibles, avec ces acteurs-là, que nous avons réfléchi à une stratégie que l'on a résumée dans un axe stratégique qui est le suivant: passer de la candidature de la France à la France candidate. On retrouve cette dimension d'événement, cet élan en vérité qui permettra à la candidature comme objet administratif, on parle là du dossier qui sera déposé au BIE, à en faire un objet de communication, un objet d'engouement, et qui permettra véritablement de lancer le projet auprès de tous ces acteurs. Et je vais maintenant laisser la parole à mes camarades qui vont vous présenter différents volets
de cette campagne de relations publiques. Dans un premier temps, il faut donc viser directement les personnes qui vont influencer sur le projet. Et plus précisément, notre cible première, ça sera bien sûr les députés qui font partie de la mission que vous avez évoquée, monsieur le maire, dans votre introduction. Il s'agira donc de les cibler à travers l'organisation d'un événement de relations publiques, un petit déjeuner qui sera organisé à l'Assemblée nationale, dans lequel seront également invités l'ensemble des parlementaires pouvant être intéressés par le projet. Ça sera l'occasion de leur présenter les avantages, la vision, les idéaux qui sont défendus par Expo France 2025, afin qu'eux-mêmes, dans leur circonscription, dans leur territoire, deviennent à leur tour des porteurs incarnant également le projet. Ils seront également des vecteurs pour l'ensemble des parties prenantes, à la fois locales et également nationales, par le biais de leurs collaborateurs, par le biais des administrations avec lesquelles ils sont en contact, à la fois sur leur territoire, mais également à Paris. Cela passera par un second élément qui sera, pour Expo France, la création d'une véritable plaquette institutionnelle qui comportera toutes les informations intéressant les élus sur le soutien à apporter au projet. Cette plaquette pourra être, pour le coup, envoyée là non pas simplement aux parlementaires, mais aux élus à la fois métropolitains, que cela concerne le Grand Paris, mais également les autres grandes métropoles, puisque c'est un projet qui concerne l'ensemble du territoire, mais également des élus municipaux à travers l'ensemble du territoire qu'il faudra cibler. Donc cette plaquette permettra à la fois de faire incarner le projet par ces élus locaux qui sont le principal relais de confiance, comme le montrent de nombreuses études, auprès des citoyens, et également leur permettra à eux de devenir des relais du projet d'Expo France auprès des médias. Alors, on va maintenant s'intéresser au volet médiatique. Donc, on a pu se livrer à une analyse des médias, donc de ce qui avait déjà été dit dans la presse, des différents articles qui avaient pu être publiés. Et on a constaté à ce moment-là, et c'est normal puisque nous en sommes encore, comme vous l'avez dit, aux prémices, que la plupart du contenu qui était transmis à travers ces différents articles était le même. Donc, ce qu'on s'est dit, ce qui était nécessaire, c'était donc de bien cartographier d'abord les différents médias afin d'adapter à chacun une véritable stratégie de contenu. Donc, ce qu'on a bien voulu rappeler aussi, c'était la nécessité de faire de l'Expo France 2025 une expo française et non pas uniquement parisienne. Donc, on voit l'intérêt de cibler également la presse quotidienne régionale, donc avec Ouest France, Le Parisien par exemple, mais également de passer par les biais de la presse spécialisée pour toucher les acteurs les plus concernés, par exemple donc stratégie ou encore acteurs publics, qui vont, eux, se focaliser sur les acteurs qui sont les plus importants dans une perspective à court terme. Ce qui est également important ici, c'est par exemple sur les sites d'information tels que Slate ou Rue 89, on a un contenu qui est plus propice à la diffusion, au buzz, et donc un contenu qui pourrait être plus viral, qui pourrait se présenter sous forme de vidéo par exemple, et qu'il est important à ce moment-là de bien cibler. Le deuxième point, donc, c'est de construire un calendrier médiatique autour de ce qui existe déjà. On l'a vu, on en est aux prémices, donc il est difficile de toujours trouver de l'événement pour attirer la presse. Ce qu'on s'est dit, c'était qu'en partant de l'existant, par exemple Roland-Garros, le fait d'associer Expo France 2025 à Roland-Garros comme sponsor ou s'en servir comme une tribune, ça permet à la fois donc de valoriser des actions qui existent déjà en France. Roland-Garros, c'est le sport, c'est quelque chose qui est fédérateur et donc qui peut permettre une véritable aide et un moyen de faire reconnaître et de valoriser Expo France. Enfin, basculer dans le concret, ça peut sembler un petit peu abstrait, on a remarqué que le positionnement dans les médias c'était souvent sous forme de questionnement, sous forme d'interrogation hypothétique. Va-t-on être candidat à l'Expo France ? Nous pensons qu'il est nécessaire d'incarner cette candidature dès maintenant, dès aujourd'hui, et même si nous n'avons encore pas la certitude que ce projet peut aboutir, incarner notre détermination, le fait que nous soyons positifs et que nous croyons en ce projet est selon nous extrêmement important et un facteur de réussite dans l'aboutissement de ce projet. Il s'agit également de fédérer toutes les parties prenantes internes au projet. Ça a été rappelé déjà de nombreuses reprises. Elles sont extrêmement diverses entre elles. Et chaque personnalité qui viendra ajouter à la fois son image, ses actions et son capital en termes de notoriété, influe également sur l'image du collectif en tant que tel. Il s'agit donc, pour Expo France 2025, d'être également au clair sur ses valeurs, sur ses objectifs et sur ses projets. Cela peut passer
par la rédaction et la signature par l'ensemble des parties prenantes d'une véritable charte des valeurs. Parce que ce sont véritablement des valeurs qui animent Expo France 2025. Un focus vraiment placé sur les territoires, non pas simplement une candidature parisienne, mais une candidature de l'ensemble des parties prenantes sur le territoire français. Cette charte des valeurs, elle sera également un signal fort envoyé à la France entière, parce qu'elle montrera à l'ensemble des parties prenantes qui douteraient de la finalité du projet, mais également qui seraient intéressées par un soutien à y apporter. Elle leur apportera une conviction forte sur la vision qui est portée et sur les objectifs qui sont donnés. Mais également, pour rassembler l'ensemble de ces parties prenantes derrière un objectif fédérateur, il faut renverser le prisme de l'exposition universelle, qui nous fait parfois oublier la richesse de l'aventure humaine qui est vécue par l'ensemble des parties prenantes qui participent à son organisation. Si l'on renversait ce prisme, si l'on prenait conscience de l'univers que constitue l'ensemble de ces parties prenantes, qui veulent mobiliser leur énergie ensemble pour réaliser cette exposition universelle en France en 2025. Nous avons pensé au concept d'Univers Expo, qui vraiment caractérise à la fois la diversité de l'ensemble de ces acteurs et pourrait les mobiliser. Univers Expo, c'est un concept qui se déclinerait en 3 dispositifs concrets, permettant à la fois de fédérer les parties prenantes internes en leur faisant prendre conscience de leur richesse, et en même temps qui assurait une événementialité et un suivi de l'action jusqu'en 2016. Univers Expo se déclinera donc en 3 dispositifs. Un premier dispositif très simple, un dispositif d'information qu'il faut mettre en place en interne afin de faire valoir et de présenter l'actualité du projet à vos parties prenantes qui vous soutiennent. Cela passera par la mise en place d'une newsletter, d'une web TV sur votre site internet. Cette web TV pourra également être un lieu dans lequel vos soutiens actuels déjà témoignent du pourquoi de leur engagement. Également, cela pourra impliquer des élus locaux et des personnalités de secteurs professionnels très divers afin de créer de nouvelles vocations et de poursuivre sur cette dynamique d'engouement. Le second dispositif, qui rejoint l'idée de la remédiation, car c'est bien un lien de confiance et en même temps l'idée d'une fédération qu'il faut développer, c'est l'idée d'un dispositif de participation qui se déclinera à la fois au niveau local et au niveau national. Ce dispositif s'incarnera par le biais de tables rondes dans lesquelles seront réunies vos parties prenantes dans les territoires, mais également au niveau national. Vous pourrez les inviter à réfléchir sur des thématiques ayant trait à la fois à l'organisation en tant que telle de l'exposition universelle, ou alors à des événements à mettre en place, ou alors vous pourrez également tester des idées sur lesquelles vous planchez au niveau national afin de bénéficier d'études qualitatives de personnes qui sont intéressées par le projet sans véritablement passer par un institut d'études, mais en valorisant l'engagement des personnes qui vous soutiennent. Donc ces tables rondes, ce dispositif devra être enfin piloté par un 3e dispositif qui doit prendre l'incarnation d'un comité qu'il faudra désigner au sein de votre collectif, chargé à la fois d'établir les nouveaux thèmes de réflexion. Ce comité bénéficiera en même temps des retours qui émaneront à la fois des territoires et de l'ensemble des personnes engagées pour vous soutenir. Et ce comité impulsera au fil du temps l'actualité et en même temps les nouveaux thèmes sur lesquels il faudra réfléchir. Alors passons maintenant au dernier volet, donc, qui est le volet grand public. Donc le grand public qui représente notre 2e cible et non la moindre. Ce dont on s'est rendu compte à travers les études auxquelles on s'est livré ces derniers mois, c'était qu'il y avait un déficit de connaissances de la part du grand public sur les expos universelles. Si certains savent que la France pourrait être candidate, ils ont du mal à resituer les dernières et ne se sentent pas personnellement impliqués ou concernés par ces expositions universelles. Quelle solution alors ? La première solution que nous vous proposons se présente sous la forme d'un événement, d'abord déclinable à Paris. L'événement Cook the World, quand on pense à la France, on pense en général, dans les sondages, ce qui ressort des autres pays, c'est la gastronomie. On s'est dit qu'il était nécessaire finalement d'ouvrir l'esprit et les yeux aux Français sur la possibilité d'incarner en fait donc cette France et finalement de leur faire connaître les principes des expositions universelles, c'est-à-dire donc de s'enrichir et d'accueillir différentes cultures, de découvrir d'autres cultures par le prisme français qu'est la gastronomie. Donc Cook the World, imaginez-vous une tente dans le jardin, dans les Tuileries, où les grands chefs de différents pays, de différentes nations, de différentes cultures seraient invités à cuisiner gratuitement pour donc, le grand public. Donc ça se passerait donc dans les Tuileries, certainement pendant l'été,
à ce moment-là, c'est un événement qui attire l'attention du grand public sur ce prisme et sur l'essence même qu'on a des expositions, de l'exposition universelle, qui est le multiculturalisme, et à travers notre prisme, pourquoi la France, donc la gastronomie. Ça, ce serait un premier événement. Mais on a répété qu'on ne voulait pas faire un événement qui serait uniquement parisien, on ne veut pas attirer la presse uniquement à Paris. Ce qu'on désire ici, c'est de faire un réseau de villes. C'est pourquoi nous vous proposons un deuxième événement déclinable, la Miniverselle. Miniverselle, titre un peu énigmatique, de miniatures universelles. Finalement, ce serait une exposition de miniatures, donc miniatures telles que France Miniature, comme on peut connaître, des restes de l'exposition, des diverses expositions universelles, donc comme Mathieu a pu en parler tout à l'heure, donc la petite sirène de Copenhague, la Tour Eiffel, de grandeur à peu près comme moi, et donc qui permettrait finalement aux gens de s'approprier les restes de cette expo universelle en se baladant dans des jardins publics. Cette exposition, finalement, elle pourrait être itinérante, c'est-à-dire qu'elle aurait lieu dans les 12 plus grandes villes de France, afin d'impliquer non seulement un événement qui est d'envergure nationale, mais qui implique les communautés au niveau local. En ce qui concerne pour tout ce qui est retour d'investissement sur les performances et puis l'évaluation de nos actions, etc., à travers des sondages, vous retrouverez tous les détails sur notre stand détaillé dans un fascicule. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une agréable journée autour du projet Expo France 2025.